Elle avait vécu toute sa vie dans ce village et connaissait chaque sentier de la forêt environnante. Mais la cabane qu'elle aperçut ce jour-là, elle ne l'avait jamais vue. Vétuste, assemblée à la hâte avec des rondins frais, elle ne devait pas avoir plus de quelques semaines, et surtout, quelqu'un y vivait. À travers la porte entr'ouverte, la femme distingua un homme. Il était assis dans un vieux fauteuil, retirant une botte de son pied ensanglanté. Il se saisit d'une bouteille d'alcool fort, s'apprêtant à en verser directement sur la plaie. C'est à cet instant qu'elle marcha par inadvertance sur une branche sèche. Le craquement résonna comme un coup de feu. L'homme bondit, attrapa un couteau et se tourna vers la porte. Dans ses yeux, il n'y avait pas seulement de la peur. Il y avait la terreur d'un homme traqué, acculé. Un homme qui fuyait quelque chose de terrible. Et maintenant, on l'avait retrouvé. La forêt de septembre accueillit Sandrine avec son silence habituel et l'odeur des feuilles en décomposition. Depuis 48 ans, elle vivait à Valençol et chaque automne, elle s'aventurait ici pour cueillir des champignons. Elle connaissait chaque sentier, chaque clairière. La forêt était son refuge, un lieu où elle n'avait pas besoin de sourire aux clients ni de compter la monnaie. Elle marchait entre les pins, scrutant attentivement la mousse au pied des arbres. Son panier était déjà à moitié rempli de cèpes robustes. Sandrine s'accroupit près d'une vieille souche, examinant une colonie de girolles, quand elle perçut un mouvement du coin de l'œil. À une trentaine de mètres, une silhouette se faufilait entre les arbres. Un homme, grand, vêtu d'une veste sombre, barbu. Il se tenait immobile, la regardant. Sandrine se redressa, serrant instinctivement l'anse de son panier. Dans leur région, il était rare de croiser quelqu'un dans la forêt, surtout en semaine. La saison de la chasse n'était pas encore ouverte. L'homme, remarquant qu'elle l'avait vu, se retourna brusquement et s'enfonça rapidement dans le sous-bois. Ses mouvements étaient étranges. Il semblait se cacher, se dissimuler. Sandrine le suivit du regard jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve parmi les troncs. Bizarre, pensa-t-elle en se penchant vers les girolles. Mais la forêt est grande, les gens sont différents. Peut-être s'était-il perdu, peut-être avait-il ses propres affaires. Elle passa encore environ 1 heure dans la forêt, remplit son panier à ras-bord et rentra chez elle. L'incident avec l'inconnu s'effaça peu à peu de sa mémoire. Elle avait trop à faire. Une semaine passa. Ordinaire, grise, remplie de travail. Sandrine était derrière le comptoir de son épicerie, la seule de tout Valençol. La boutique était petite, exiguë, mais on y trouvait tout le nécessaire, du pain au clou. C'était un mercredi soir. Il n'y avait presque pas de clients. Sandrine essuyait les étagères quand la porte d'entrée grinça. Un homme entra, la cinquantaine, avec une épaisse barbe noire et une veste délavée. Il s'arrêta sur le seuil, examinant attentivement la pièce. Son regard était vif, méfiant, comme s'il vérifiait qu'il n'y avait personne d'autre. Sandrine le reconnut immédiatement, c'était le même homme de la forêt. Il s'approcha lentement du comptoir, sans lever les yeux. Sandrine remarqua qu'il boitait légèrement de la jambe gauche. Son mouvement était prudent, comme si chaque pas lui causait de la douleur. « Bonsoir », salua Sandrine avec son sourire habituel. L'homme hocha la tête sans répondre. Il jeta de nouveau un coup d'œil à la porte, puis à la fenêtre. La pause s'éternisa. « Que désirez-vous » demanda doucement Sandrine. Il la regarda enfin. Ses yeux étaient fatigués, enflammés, son visage émacié, mal rasé. L'homme est clairement épuisé. 5 kilos de lentilles, dit-il d'une voix sourde. 5 baguettes et une bouteille d'alcool fort. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas parlé à voix haute depuis longtemps. Sandrine commença à rassembler les articles, observant discrètement le visiteur. Il se tenait près du comptoir, les yeux rivés sur la porte. Ses doigts serraient nerveusement le bord de sa veste. « Autre chose » demanda-t-elle en posant les paquets de lentilles sur le comptoir. « Non, c'est tout » répondit-il sèchement. Sandrine emballa silencieusement les achats dans un grand sac, calcula le total. « Ça fera 27 €, dit-elle calmement. L'homme plongea la main dans la poche intérieure de sa veste, en sortit des billets froissés, les jeta sur le comptoir sans compter, attrapa le sac et se tourna vers la sortie. « Attendez, votre monnaie » l'appela Sandrine. « Gardez-la » lança-t-il par-dessus son épaule, ouvrant déjà la porte. Il sortit aussi vite qu'il était entré.
Sandrine s'approcha de la fenêtre, le suivit du regard. L'homme marchait à la hâte dans la rue déserte, boitant, regardant autour de lui. Il serrait le sac contre sa poitrine, comme s'il craignait qu'on le lui vole. Elle retourna au comptoir, lissa les billets froissés. Il y avait plus que nécessaire. Il avait payé presque 10 € de trop. Sandrine devint pensive. Valençol était un petit village. Tout le monde se connaissait. Elle y avait vécu 48 ans, connaissait chaque visage, chaque famille. Mais cet homme, elle ne l'avait jamais vu auparavant. D'où venait-il? Pourquoi se cachait-il? Et surtout, qu'était-il arrivé à sa jambe? Les questions tourbillonnaient dans sa tête, mais il n'y avait pas de réponse. Le reste de la soirée, Sandrine le passa dans ses pensées, ferma le magasin, rentra chez elle. Sa petite maison de campagne se trouvait à la périphérie de Valençol, près de la forêt. Elle vivait seule, toute sa vie seule. Les choses s'étaient passées ainsi. Elle n'avait pas rencontré la bonne personne dans sa jeunesse, puis s'était habituée à la solitude. À la maison, elle réchauffa son dîner, s'assit près de la fenêtre avec une tasse de tisane. Dehors, le crépuscule s'épaississait. La forêt noircissait à l'horizon. Sandrine repensa à l'homme étrange, à la façon dont il regardait autour de lui, à sa claudication, à cette peur qui se lisait dans ses yeux. Qui était-il? Un criminel? Mais alors pourquoi serait-il venu à l'épicerie, au risque d'être vu? Peut-être s'était-il perdu? Mais pourquoi se cacher alors? Elle finit sa tisane, soupira. Ce n'était pas ses affaires. Chacun a ses secrets. Elle n'avait pas le droit de se mêler de la vie des autres, mais la curiosité ne la lâchait pas. Le lendemain matin, Sandrine se réveilla avec une ferme résolution. Après le travail, elle retournerait dans la forêt, là où elle avait rencontré cet homme une semaine plus tôt. Juste pour voir, juste pour vérifier. La journée s'étira lentement. Les clients allaient et venaient. Sandrine scannait mécaniquement les articles, souriait, souhaitait une bonne journée, mais ses pensées étaient ailleurs. Enfin, la journée de travail se termina. Sandrine ferma l'épicerie, rentra rapidement chez elle, enfila des vêtements confortables, prit un panier vide pour la forme, au cas où elle rencontrerait quelqu'un. La forêt l'accueillit avec sa fraîcheur et son silence. Sandrine suivit un sentier familier, scrutant attentivement le sous-bois. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Elle ne savait pas elle-même ce qu'elle cherchait, ce qu'elle espérait trouver. Une demi-heure passa. Rien, seulement des arbres, de la mousse, le silence. Peut-être s'était-elle trompée? Peut-être que tout cela ne lui avait paru étrange qu'à elle? Sandrine s'apprêtait à rebrousser chemin quand elle le vit. Le même homme. Il marchait entre les arbres, à une 50aine de mètres d'elle. Lentement, prudemment, en regardant autour de lui. Il tenait un sac à la main, probablement le même que celui de l'épicerie. Sandrine se figea derrière le tronc d'un gros pin. Sa respiration se coupa. Que faisait-elle? Pourquoi suivait-elle un inconnu? Mais la curiosité fut plus forte que la peur. Elle se mit à le suivre prudemment, en essayant de ne pas faire de bruit. L'homme ne se retournait pas, il marchait d'un pas assuré, connaissant manifestement le chemin. Ils s'enfoncèrent dans la forêt. Sandrine n'était jamais allée aussi loin. Les arbres devinrent plus denses. Le sentier disparut complètement. Soudain, l'homme s'arrêta. Sandrine s'accroupit derrière un buisson. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait l'entendre. Devant lui, parmi les arbres, se dressait une cabane, petite, penchée, faite de rondins frais. Sandrine la regarda, stupéfaite. Elle vivait ici depuis toujours, connaissait cette forêt, mais jamais elle n'avait vu cette construction. La cabane semblait neuve, très neuve. Les rondins étaient encore clairs, non noircis par le temps. Des interstices béaient entre eux, elle avait été construite à la hâte, n'importe comment. L'homme s'approcha de la porte, la poussa. La porte s'ouvrit en grinçant. Il entra, mais ne referma pas complètement la porte. Une fente étroite subsistait. Sandrine resta immobile. Que faire? Partir? S'approcher? La curiosité l'emporta. Elle se leva prudemment, se baissa et se dirigea vers la cabane, s'arrêtant près de la fenêtre.
Il n'y avait pas de vitre, seulement le cadre. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. L'homme était assis dans un vieux fauteuil au milieu de la pièce, retirant la botte de sa jambe gauche, grimaçant de douleur. Sous la botte, il y avait un bandage sale, imbibé de quelque chose de sombre. Il le déroula. Sandrine retint involontairement son souffle. Sur sa jambe, il y avait une plaie. Les bords étaient enflammés, rouges. L'homme sortit la bouteille d'alcool fort du sac, l'ouvrit et en versa directement sur la blessure. Sandrine marcha accidentellement sur une branche sèche. Le craquement résonna comme un coup de feu. L'homme bondit de son fauteuil, saisit un couteau posé sur la table et se tourna vers la porte. « Qui est là » cria-t-il, regardant droit vers l'endroit où Sandrine se cachait. Sandrine se figea. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle se tenait près de la fenêtre de la cabane, n'osant pas bouger. À l'intérieur, l'homme tenait un couteau à la main, scrutant la pénombre derrière la porte. « Qui va là » répéta-t-il plus fort, faisant un pas vers la sortie. Sandrine recula instinctivement, se collant au mur de la cabane. Le souffle coupé. Que avait-elle fait? Pourquoi était-elle venue ici? La porte s'ouvrit en grand. L'homme apparut sur le seuil, le couteau pointé devant lui. Il était pieds nus, sa jambe gauche ensanglantée. Ses yeux brillaient d'une lueur fiévreuse, son visage était tordu par la douleur et la peur. Il regarda autour de lui. Sandrine se tenait à 2 mètres, le dos contre les rondins. Nulle part où fuir, trop tard pour se cacher. Leurs regards se croisèrent. L'homme se figea, la reconnut, l'épicière du village. « Vous » souffla-t-il. Sa voix était un mélange de fureur et de désespoir. « Qu'est-ce que vous faites ici » Sandrine déglutit. Elle avait perdu sa voix. « Je vous demande ce que vous faites ici » cria-t-il presque, serrant le manche du couteau. « Qui vous envoie » Personne, réussit enfin à articuler Sandrine, s'efforçant de parler calmement. « J'étais juste aux champignons. » Il regarda ses mains vides, son panier abandonné à quelques mètres. Il eut un sourire amer. « Aux champignons, bien sûr, juste à côté de ma cabane. » Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici, se mit à parler rapidement Sandrine. Honnêtement, je marchais. Et vous regardiez par la fenêtre, par hasard? La coupa-t-il sèchement. Sandrine baissa les yeux. Il était stupide de se justifier. Elle l'avait bien suivi, elle avait bien regardé. Partez, dit l'homme d'une voix lasse, en abaissant le couteau. Partez immédiatement, et pas un mot à personne. Vous entendez? À personne. Il se retourna et, en boitant, rentra dans la cabane. Sur le seuil, il s'arrêta sans se retourner. Si vous parlez, je suis mort, prononça-t-il doucement. Alors partez et oubliez ce que vous avez vu. La porte se referma. Sandrine resta debout contre le mur, tremblante. Ses oreilles bourdonnaient. Elle ramassa lentement son panier, s'éloigna de la cabane. Ses jambes flageolaient, elle fit quelques pas, s'arrêta. Ils me trouveront et me tueront. Que voulait-il dire? Qui sont-ils? De qui se cachait-il? Et surtout, qu'avait-il à la jambe? Sandrine se retourna vers la cabane. Une faible lumière filtrait à travers les interstices entre les rondins. Il avait allumé une bougie ou une lampe à pétrole. La blessure avait l'air terrible. Enflammée, suppurante. Sans aide, ça ne ferait qu'empirer. Une septicémie pourrait s'installer. Sandrine se tenait sur le sentier, déchirée par le doute. Ce n'était pas ses affaires. Il l'avait dit lui-même, partez. C'était un inconnu, peut-être un homme dangereux. Mais et s'il avait vraiment besoin d'aide? Et s'il mourait ici, seul, dans cette cabane? Elle se souvint de ses yeux. Pas les yeux d'un meurtrier ou d'un criminel, mais les yeux d'un homme traqué, épuisé. Un homme qui fuyait quelque chose de terrible. Sandrine prit une profonde inspiration. La décision mûrit soudainement, au-delà de la raison. Elle fit demi-tour et retourna vers la cabane. Elle s'approcha de la porte, frappa. « Partez » cria Théon de l'intérieur. « Ouvrez » dit fermement Sandrine.
J'ai besoin de vous parler. Silence. Puis des pas. La porte s'entr'ouvrit. L'homme la regarda avec un mélange de perplexité et d'irritation. Quoi encore? Demanda-t-il, las. Votre blessure doit être soignée, dit Sandrine, le regardant droit dans les yeux. Correctement soignée. L'alcool fort ne la guérira pas. L'infection va s'installer. Ça ne vous regarde pas, trancha Théil. Peut-être, admit Sandrine, mais si on ne la soigne pas, la gangrène s'installera. Vous perdrez votre jambe ou vous mourrez. Il se tut, étudiant son visage. Pourquoi dites-vous ça? En quoi cela vous concerne-t-il? Je ne sais pas, répondit honnêtement Sandrine. Mais j'ai une trousse de secours à la maison, une vraie, une grande. Des bandages, des antibiotiques, de l'eau oxygénée, tout ce qu'il faut. Et vous apporteriez ça ici? À un inconnu qui se cache dans la forêt? Sa voix était empreinte de scepticisme. Je l'apporterai, acquiesça Sandrine. Pourquoi? Sandrine réfléchit. En effet, pourquoi? Elle ne pouvait l'expliquer elle-même. Elle savait juste qu'elle devait l'aider. Parce que je le peux, dit-elle enfin. Parce que vous n'avez personne d'autre. N'est-ce pas? L'homme resta silencieux un long moment, puis hocha lentement la tête. C'est vrai. Alors laissez-moi entrer, demanda Sandrine. Laissez-moi au moins examiner la blessure, et ensuite j'apporterai tout le nécessaire. Il hésita, luttant avec lui-même, puis recula, ouvrant plus grand la porte. Entrez, dit-il d'une voix sourde. Mais si c'est un piège? Ce n'est pas un piège, l'interrompit Sandrine en franchissant le seuil. Je vous le promets. L'intérieur de la cabane était exigu et froid. Au milieu de la pièce se trouvait un vieux fauteuil. Contre le mur, une couchette de fortune recouverte d'une couverture. Sur le sol, une lampe à pétrole, et à côté, les sacs de provisions de l'épicerie. L'homme s'assit dans le fauteuil, tendant sa jambe blessée. Sandrine s'accroupit à côté de lui, et examina attentivement la plaie. C'était pire que ce qu'elle avait vu par la fenêtre. Une coupure profonde et déchiquetée, les bords enflés, entourés de stries rouges, signe d'une infection naissante. Comment est-ce arrivé? Demanda-t-elle doucement. Peu importe, répondit-il sèchement. Sandrine hocha la tête, n'insistant pas. Je dois rentrer chez moi chercher la trousse de secours, dit-elle en se levant. Ça prendra environ 40 minutes. Vous m'attendrez? Il la regarda longuement. Pour la première fois, quelque chose ressemblant à de la gratitude brilla dans ses yeux. J'attendrai, répondit-il doucement. Mais pas un mot à personne. S'il vous plaît, à personne. Promis, assura Sandrine. Pas même une allusion. Elle sortit de la cabane, marcha rapidement sur le sentier. Son cœur battait toujours vite, mais maintenant ce n'était plus de peur, mais d'autre chose, du sentiment qu'elle faisait quelque chose d'important, quelque chose de juste. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentait que sa vie avait un sens. Sandrine accéléra le pas. Il fallait se dépêcher. Elle avait en effet une grande trousse de secours à la maison, un héritage de son père et de ses frères qui se blessaient souvent à la chasse. Elle savait comment soigner les plaies, savait ce qu'il fallait faire. Derrière elle, la forêt s'assombrissait, devant, les fenêtres de Valençol brillaient, et quelque part dans le sous-bois, dans une cabane penchée, un inconnu attendait son retour, attendait de l'aide. Et Sandrine n'allait pas le décevoir. Sandrine courait presque sur le sentier familier. Le crépuscule s'épaississait. Des ombres s'étiraient déjà entre les arbres. Il fallait revenir avant la nuit. Elle n'avait pas pris de lampe de poche. Le village l'accueillit dans le silence. Personne dans les rues. Tous étaient chez eux, dînant, regardant la télévision. Sandrine se dirigea rapidement vers sa maison à la périphérie, ouvrit la porte. À l'intérieur, elle alluma la lumière, se rendit dans la chambre. De l'étagère supérieure de l'armoire, elle sortit une grande boîte en métal, la trousse de secours de son père. Elle l'ouvrit, vérifia rapidement le contenu. Bandage stérile, oui, de l'eau oxygénée, 2 flacons, de l'iode, du désinfectant. Des antibiotiques en comprimés, son père en gardait toujours en réserve. Du coton, des pansements.
Sandrine mit tout dans un sac en toile, ajouta une serviette propre, réfléchit un instant et y plaça également un thermos de tisane chaude, quelques sandwichs et un morceau de poulet. L'homme avait l'air épuisé. Elle ferma la maison à clé, repartit vers la forêt, marchant vite, presque en courant. Pourquoi se dépêchait-elle ainsi? Pourquoi s'inquiétait-elle autant pour un inconnu? Sandrine ne connaissait pas la réponse, elle marchait simplement. La forêt l'accueillit dans l'obscurité. On ne voyait presque plus rien entre les arbres. Sandrine marchait de mémoire, essayant de ne pas quitter le sentier. Le sac lui pesait sur l'épaule. Finalement, une faible lueur apparut devant elle. La lampe à pétrole dans la cabane. Sandrine s'approcha de la porte, frappa doucement. « C'est moi, dit-elle. Sandrine. » La porte s'ouvrit presque aussitôt. L'homme se tenait sur le seuil, s'appuyant sur le montant. Son visage était pâle, des gouttes de sueur perlaient sur son front. « Vous êtes revenu, dit-il, surpris. Je pensais que vous ne reviendriez pas. » Sandrine entra, posant le sac par terre. « J'ai promis de vous aider. » Il ferma la porte en silence, claudiqua jusqu'au fauteuil, s'y laissa tomber. Sandrine sortit la trousse du sac, étala tout sur la serviette propre. « Ça va faire mal, prévint-elle en ouvrant le flacon d'eau oxygénée. Mais il faudra supporter. »« Ce n'est pas la première fois, répondit l'homme d'une voix sourde. Sandrine s'assit près du fauteuil, prit délicatement sa jambe. Il se raidit mais ne la retira pas. Elle imbiba un coton d'eau oxygénée, commença à nettoyer la plaie. Le liquide crépita, moussant. L'homme serra les dents, les jointures de ses doigts blanchirent en agrippant les accoudoirs, mais il n'émit aucun son. Dans ma famille, mes frères et mon père étaient chasseurs, commença Sandrine tout en travaillant. Les blessures étaient fréquentes. Soit un chien se faisait mordre par une bête blessée, soit il trébuchait et se coupait. Mon père m'a appris, d'abord nettoyer, puis désinfecter les bords avec de l'iode, et enfin un pansement propre. Elle parlait calmement, à voix basse. Sa voix aidait, distrayait de la douleur. Il fallait aussi soigner les chiens, continua Sandrine. Mes frères avaient des chiens de chasse. De bons chiens, mais à la chasse, tout peut arriver. J'ai appris à faire des points de suture, à donner des médicaments. L'homme écoutait, sans quitter ses mains des yeux. Des mains sûres, habiles. Chaque mouvement était précis. Sandrine nettoya la plaie, désinfecta les bords, sortit de la boîte une plaquette d'antibiotiques. Il faut en prendre 3 fois par jour, dit-elle en montrant les comprimés. Matin, midi et soir. C'est impératif, sinon l'infection ne s'arrêtera pas. D'accord, acquiesça-t-il. Sandrine appliqua un pansement propre, le fixa soigneusement avec un bandage, se leva, s'essuya les mains. Vous devez manger, dit-elle en sortant le thermos. Et boire beaucoup, quelque chose de chaud. Elle versa de la tisane dans le couvercle du thermos, le lui tendit. L'homme le prit, but avidement. Sandrine lui donna les sandwichs. Il mangeait lentement, comme s'il avait désappris. Merci, prononça-t-il doucement en finissant sa tisane. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne me remerciez pas, dit Sandrine d'un geste de la main, rangeant la trousse dans son sac. Remettez-vous, c'est tout. Elle se leva, s'apprêtant à partir. Sa voix l'arrêta à la porte. Pourquoi faites-vous ça? Demanda-t-il. Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui, un criminel, un meurtrier. Sandrine se retourna, le regarda. Vous n'êtes pas un meurtrier, dit-elle calmement. Les meurtriers ont un autre regard. Comment le savez-vous? J'ai travaillé avec des gens toute ma vie, haussa-t-elle les épaules. J'ai appris à voir. Il la regarda longuement. Quelque chose changeait sur son visage. La méfiance s'estompait lentement. Je viendrai après-demain soir, dit Sandrine. Il faut changer le pansement et vérifier la cicatrisation. Vous reviendrez? Sa voix trahissait sa surprise. Bien sûr, le traitement doit continuer. Et si quelqu'un vous remarque? Demande où vous allez? Personne ne remarquera rien, répondit Sandrine avec assurance. Je travaille un jour sur 2. Les jours de repos, je vais aux champignons. Tout le monde le sait. Il n'y aura pas de question.
L'homme hocha lentement la tête. Juste. Pas un mot à personne, demanda-t-il doucement, presque suppliant. Je vous en prie, s'ils apprennent que je suis ici. Il ne termina pas sa phrase, mais Sandrine comprit, vit la peur dans ses yeux. Une peur réelle, profonde. Pas un mot à personne, promit-elle fermement. Pas même une allusion. Vous pouvez me croire. Pourquoi devrais-je vous croire? Demanda-t-il, las. Parce que pour l'instant, vous n'avez personne d'autre à qui faire confiance, répondit simplement Sandrine. Il eut un sourire triste. C'est juste. Sandrine ouvrit la porte. Dehors, c'était l'obscurité totale. La nuit était complètement tombée sur la forêt. Soyez prudente, dit l'homme. On se perd facilement dans le noir. Je ne me perdrai pas, sourit Sandrine. Je connais chaque buisson ici. Elle sortit, referma la porte derrière elle, resta un instant immobile, s'habituant à l'obscurité, puis s'engagea avec assurance sur le sentier. Derrière elle, dans la cabane, la lampe à pétrole se consumait, et à l'intérieur, l'homme était assis dans son fauteuil, regardant la porte. Pour la première fois depuis de nombreux jours, une expression semblable à l'espoir apparut sur son visage. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être y avait-il encore des gens dignes de confiance. Sandrine traversait la forêt sombre vers les lumières du village et, pour la première fois depuis de longues années, elle sentait que sa vie était remplie de sens. Quelqu'un avait besoin d'elle, elle sauvait quelqu'un. Et c'était la chose la plus importante au monde. 2 jours passèrent rapidement. Sandrine travaillait à l'épicerie, souriait aux clients, scannait les articles. Mais ses pensées étaient loin, dans la forêt, dans la cabane penchée où un inconnu reposait avec une jambe blessée. Le soir, après avoir fermé le magasin, elle prépara de nouveau son sac. La trousse de secours, des bandages propres, un thermos de bouillon chaud. Elle l'avait préparé spécialement chez elle, un bouillon de poule riche et parfumé. C'était le genre de bouillon que son père donnait aux chiens blessés pour les aider à reprendre des forces. La forêt l'accueillit avec la fraîcheur du soir et le bruissement des feuilles. Sandrine marchait avec assurance, ne craignant plus de se perdre. Le sentier vers la cabane lui était devenu familier. Elle frappa doucement à la porte. « C'est moi, dit-elle. » La porte s'ouvrit. L'homme avait meilleure mine. Son visage était plus frais, ses yeux moins enflammés. Il avait manifestement dormi, s'était reposé. « Bonsoir », salua Sandrine en entrant. « Bonsoir », répondit-il en claudiquant pour retourner à son fauteuil. Sandrine posa le sac, s'assit à côté de lui et commença à défaire le pansement. Il garda le silence, observant ses mains. Le pansement retiré, Sandrine examina attentivement la plaie. Les bords avaient séché, la rougeur avait diminué. L'inflammation régressait. « Ça cicatrise bien », dit-elle avec satisfaction. « Vous prenez les comprimés ? » « Oui, 3 fois par jour, comme vous l'avez dit, » acquiesça-t-il. « Parfait », sourit Sandrine en sortant l'eau oxygénée. Elle nettoya de nouveau la plaie, désinfecta les bords. Ses mouvements étaient assurés, rodés. L'homme ne grimaça pas, soit la douleur était moindre, soit il s'était habitué à l'endurer. « Vous faites ça très bien », remarqua-t-il doucement, comme un médecin. Pas médecin, secoua la tête Sandrine en appliquant un pansement propre. Juste beaucoup d'expérience. Mon père disait toujours, un chasseur doit savoir soigner les blessures, les siennes, celles de ses chiens et de ses camarades. Votre père était chasseur? Oui. Et mes frères aussi. 3 frères. Sandrine fixait le bandage, parlant à voix basse, comme pour elle-même. J'étais la plus jeune, la seule fille. Ils m'ont tout appris. Allumer des feux, lire les traces, soigner les plaies. Et où sont-ils maintenant? Sandrine se tut, nouant le dernier tour de bandage. Mon père est mort il y a 10 ans. Mes frères sont partis. L'un à Toulouse, l'autre à Marseille, le 3e à Bordeaux. Famille, travail. Ils viennent rarement. Et vous êtes resté? Prononça doucement l'homme. Je suis resté, acquiesça Sandrine. Il fallait bien que quelqu'un reste. Elle se leva, sortit le thermos. J'ai apporté du bouillon, dit-elle. Chaud, nourrissant. Vous devez manger,
reprendre des forces. Elle versa le bouillon dans un bol en métal qu'il avait sorti d'un coin de la cabane. Lui donna une cuillère. L'homme mangeait lentement, en silence. Sandrine regardait par la fenêtre. Dehors, la forêt s'assombrissait. « C'est bon, dit-il enfin. Ça fait longtemps que je n'ai rien mangé de chaud. Merci. De rien, fit Sandrine d'un geste de la main. Il termina le bouillon, posa le bol par terre, la regarda longuement. Vous ne posez aucune question, dit-il, pensif. C'est étrange. Que devrais-je demander? Haussa les épaules Sandrine. Qui je suis? D'où je viens? Pourquoi je me cache? De qui je fuis? Sandrine se tut, cherchant ses mots. Si vous voulez raconter, vous raconterez, dit-elle enfin. Sinon, c'est votre droit. Chacun a droit à ses secrets. Vous n'avez pas peur? Demanda-t-il, surpris. Que je puisse être dangereux. Si vous étiez dangereux, vous auriez déjà fait quelque chose de mal, répondit simplement Sandrine. Mais vous êtes juste là, à vous soigner. Il eut un petit rire. Logique. Sandrine rassembla la vaisselle dans son sac, vérifia la trousse de secours. Il reste assez de comprimés pour 4 jours, dit-elle. Après, j'en apporterai d'autres. Vous reviendrez encore? Une lueur d'espoir dans sa voix. Bien sûr. Après-demain soir. L'homme hocha la tête, la regardant avec gratitude. Vous êtes la première personne depuis longtemps qui ne veut rien de moi, prononça-t-il doucement. Vous aider simplement, sans rien demander en retour. Et que devrais-je vouloir? S'étonna Sandrine. Je ne sais pas. De l'argent, des services, des informations. Tout le monde veut toujours quelque chose. Sandrine réfléchit. Peut-être que je fais simplement ce qu'il faut, dit-elle. J'ai vu un homme en détresse, je l'ai aidé. C'est tout simple. Rien n'est jamais simple dans la vie, secoua la tête l'homme. Si, objecta Sandrine, si on ne complique pas les choses. Elle prit son sac, se dirigea vers la porte. Sur le seuil, elle se retourna. Reposez-vous bien, dit-elle. L'organisme a besoin de force pour se rétablir. Et mangez tout ce que j'apporte. Ne refusez pas. D'accord, promit-il. Sandrine sortit dans l'obscurité du soir. La porte se referma derrière elle. Elle resta un instant immobile, respirant l'air frais. Que faisait-elle? Pourquoi s'était-elle embarquée là-dedans? Un homme inconnu, une cabane secrète, des blessures, un danger. Mais intérieurement, il n'y avait aucun doute, seulement la certitude tranquille qu'elle agissait correctement. Sandrine reprit le sentier vers le village. Devant elle, les fenêtres des maisons brillaient. Une vie ordinaire, une soirée ordinaire. Mais pour elle, plus rien n'était ordinaire. 2 autres jours passèrent. Sandrine retourna à la cabane, soigna de nouveau la plaie, apporta de nouveau à manger. Il ne parlait presque pas, juste le nécessaire. Il ne lui avait pas dit son nom. Elle ne le lui demandait pas. Une confiance silencieuse naissait entre eux. Pas faite de mots, mais d'actes. Elle aidait. Il acceptait l'aide. C'était suffisant. La blessure cicatrisait bien. L'inflammation avait complètement disparu. Les bords se refermaient. L'homme pouvait déjà marcher presque sans boiter. Ça va bientôt être complètement guéri, dit Sandrine en appliquant un pansement frais. Encore quelques jours, et ce sera fini. Grâce à vous, répondit-il doucement. Sandrine ne répondit pas, continuant simplement son travail. Elle venait régulièrement, tous les 2 jours, apportant de la nourriture, des médicaments, des bandages propres. Parfois, elle restait plus longtemps, nettoyait la cabane, préparait un repas chaud. Il l'observait en silence, comme s'il ne croyait pas qu'une telle chose soit possible. Les jours passaient, la blessure guérissait, et entre eux se renforçait quelque chose d'insaisissable. Pas de l'amitié, il était trop tôt, mais de la confiance. Une confiance réelle et profonde. Et Sandrine comprenait qu'il allait bientôt parler. Bientôt, elle saurait qui il était et de quoi il fuyait. Mais pour l'instant, elle se taisait, attendait, lui laissant le temps. Et lui se taisait,
reconnaissant pour ce silence plus que pour tout le reste. Les jours s'installèrent dans un rythme familier. Sandrine travaillait à l'épicerie, servait les clients, rangeait les produits, et pendant ses jours de congé, elle partait dans la forêt avec un sac plein et un panier vide. Les voisins la voyaient partir et revenir. « Encore aux champignons, Sandrine ?» demandait la vieille Monique de la maison voisine. « Oui, le temps est beau, ce serait dommage de ne pas en profiter, » répondait calmement Sandrine. « Et ton panier ? Il est vide ? » « Oh non, j'en ai déjà un peu. »« Je l'ai déjà laissé à la maison, » souriait Sandrine. Personne ne se doutait de rien. La Sandrine habituelle, les promenades habituelles pour les champignons. Tout comme toujours. Et elle traversait la forêt vers la cabane avec de la nourriture chaude, des bandages frais, des médicaments. Troisième visite. Sandrine entra dans la cabane, jeta un coup d'œil. L'intérieur était en désordre, vaisselle sale, vêtements éparpillés, détritus dans un coin. L'homme était assis dans le fauteuil, lisant un vieux journal. Il leva la tête. « Bonsoir », salua-t-il. « Bonsoir », répondit Sandrine en posant son sac. « Comment va la jambe ? » Mieux, presque plus de douleur. Elle examina la plaie, elle cicatrisait parfaitement. Elle retira le vieux pansement, en mit un nouveau, rapidement, professionnellement. Puis elle se leva, regarda autour d'elle. « C'est un peu. » commença-t-elle, cherchant ses mots. « Sale », la coupa-t-il en souriant. « Je sais. Je n'avais pas vraiment la tête au ménage. » Sandrine remonta silencieusement ses manches, commença à ramasser la vaisselle sale. Il la regarda, surpris. « Qu'est-ce que vous faites ? » demanda-t-il. « Le ménage, » répondit-elle simplement. « Il est plus difficile de guérir dans de telles conditions. »« Vous n'êtes pas obligé. »« Je sais, » l'interrompit Sandrine, « mais je vais le faire quand même. » Elle lava la vaisselle dans une bassine avec de l'eau qu'il rapportait d'un ruisseau. Elle balaya le sol, plia les vêtements éparpillés, aéra la cabane. L'homme observait en silence. Dans ses yeux, on lisait un mélange de perplexité et de gratitude. « Pourquoi faites-vous ça ? » demanda-t-il doucement quand elle eut terminé. « Parce qu'il le faut », haussa les épaules Sandrine. Elle réchauffa la nourriture qu'elle avait apportée, un ragoût de viande avec des pommes de terre. Le lui donna. Il mangeait sans la quitter des yeux. « Vous êtes étrange, » dit-il enfin. « Pourquoi ? » demanda Sandrine. « Vous venez, vous soignez, vous nourrissez, vous nettoyez, et vous ne demandez rien, n'exigez rien. C'est inhabituel. » Sandrine s'assit sur le bord de la couchette, le regarda. « Et que devrais-je exiger ? » demanda-t-elle calmement. « Je ne sais pas. De l'argent peut-être, ou au moins des explications. »« Je n'ai pas besoin d'argent, » dit calmement Sandrine. « Et les explications, vous les donnerez quand vous serez prêt. Ou pas. C'est votre affaire. » Il resta longtemps silencieux, étudiant son visage. « Vous êtes la première personne depuis des années qui est juste comme ça, » prononça-t-il doucement. Sans arrière-pensée, sans intérêt. Sandrine ne répondit pas, se leva simplement et commença à ranger ses affaires dans son sac. Une autre semaine passa. Sandrine venait régulièrement, tous les 2 jours. Il ne parlait presque pas. Elle changeait les pansements, apportait de la nourriture, faisait le ménage. Il regardait, se taisait, la remerciait brièvement. La blessure se refermait de mieux en mieux. Il pouvait déjà marcher sans boiter, aller chercher de l'eau au ruisseau, avait même coupé du bois pour le poêle. « Vous êtes complètement rétabli », remarqua Sandrine en examinant la jambe. « Encore quelques jours, et le pansement ne sera plus nécessaire. »« Grâce à vous, » répondit-il doucement. Elle appliquait le dernier pansement quand il se mit soudain à parler. « Pourquoi vivez-vous comme ça ? » demanda-t-il prudemment. Sandrine leva la tête. « Comment ça ? » demanda-t-elle. « Seule, dans ce village. Vous travaillez à l'épicerie, vous allez aux champignons, et c'est tout. Vous n'avez que 48 ans. Vous pourriez encore changer beaucoup de choses. » Sandrine eut un sourire triste. « Changer ? Comment ? Partir. Où ? Pourquoi faire ?
demanda-t-elle doucement. Eh bien, en ville. Commencer une nouvelle vie. Et que ferais-je en ville? Demanda-t-elle en nouant le bandage. Je suis une épicière de village. Pas d'études, pas de métier. Pourquoi irais-je en ville? Mais ici. Il n'y a rien ici. L'homme cherchait ses mots. Le travail est ennuyeux, les gens sont toujours les mêmes. La vie passe à côté. Sandrine se leva, s'approcha de la fenêtre. La vie est déjà passée à côté, dit-elle doucement. Quand j'étais jeune, je pensais que je partirais, que je me marierais, que je vivrais différemment. Mais ça ne s'est pas fait. Le temps a passé sans que je m'en rende compte. Mes parents sont morts, mes frères sont partis, et je suis resté. Je me suis habitué. Et vous ne regrettez pas? Demanda-t-il doucement. Sandrine réfléchit. Parfois, je regrette, admit-elle honnêtement. Mais maintenant? On ne peut pas revenir en arrière. L'avenir est flou. Il n'y a que le présent. Alors je vis dedans. Il resta silencieux, regardant son dos. Vous êtes forte, dit-il enfin avec respect. Pas forte, secoua la tête Sandrine en se retournant. Juste résignée. C'est différent. Une autre semaine passa. 3 semaines depuis leur première rencontre. La blessure était presque complètement guérie. Il ne restait qu'une ligne rose sur la peau. Sandrine vint une fois de plus, retira le pansement, examina. C'est tout, dit-elle avec satisfaction. Plus besoin de pansement. C'est guéri. Ça veut dire que vous ne viendrez plus. Sa voix trahissait sa déception. Sandrine le regarda, surprise. Pourquoi je ne viendrai plus? Je viendrai, si vous le voulez, bien sûr, répondit-elle doucement. Je le veux, répondit-il rapidement. C'est juste que vous veniez pour soigner. Maintenant, la raison a disparu. Pas besoin de raison, sourit Sandrine. Je viendrai simplement. Pour voir comment vous allez, pour parler, pour apporter à manger. Il la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. Merci, dit-il doucement, pour tout. Vous m'avez sauvé la vie. Et pas seulement la jambe. Vous m'avez redonné foi en l'humanité. Sandrine fut embarrassée. Allons, allons. Je n'ai fait qu'aider un peu, dit-elle d'un geste de la main. Un peu? Il eut un petit rire. Vous avez pris des risques chaque jour. En venant voir un inconnu dans la forêt. N'importe quoi aurait pu arriver. Mais rien n'est arrivé, répondit calmement Sandrine. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas dangereux. Comment le saviez-vous? Demanda-t-il avec curiosité. Je le sentais, haussa-t-elle les épaules. Il se leva du fauteuil, s'approcha de la fenêtre, resta un moment à regarder la forêt. Vous savez, ça fait presque 3 semaines que je suis assis ici, commença-t-il lentement. Je me cache, j'ai peur. Et pour la première fois pendant tout ce temps, je me suis senti humain. Pas une bête traquée, mais un homme. Grâce à vous. Sandrine se taisait, ne sachant que répondre. Peut-être est-il temps que je vous raconte? Se tourna-t-il vers elle. Qui je suis? D'où je viens? De quoi je fuis? Vous méritez de savoir la vérité. Seulement si vous le voulez vous-même, dit Sandrine doucement. Je n'insiste pas. Il la regarda dans les yeux. Longuement, puis hocha lentement la tête. Je le veux. Vous avez le droit de savoir. Après tout ce que vous avez fait, prononça-t-il fermement. Il se rassit dans le fauteuil. Sandrine s'installa sur la couchette. Dehors, le crépuscule s'épaississait. Je m'appelle Stéphane, commença-t-il doucement. J'ai 51 ans, et récemment, on a essayé de me tuer. Stéphane, répéta doucement Sandrine, comme pour goûter le nom. C'est un joli nom. Merci, sourit-il. Mes parents aimaient les vieux prénoms. Il se tut, rassemblant ses pensées. Dehors, il faisait complètement nuit. Dans la cabane, la lampe à pétrole brûlait, projetant des ombres douces sur les murs. Jusqu'à 30 ans, j'étais garde forestier, commença Stéphane à voix basse. Ici,
dans cette région. J'aimais la forêt, je connaissais chaque sentier. Je pensais que je vivrais toute ma vie comme ça. Et puis? Demanda prudemment Sandrine. Et puis j'ai rencontré un ami, Nicolas. Nous avons décidé de monter notre propre affaire. L'exploitation forestière. Une petite entreprise à Lyon, à environ 150 km d'ici. Stéphane se leva, s'approcha de la fenêtre, parlant tout en regardant l'obscurité. Pendant 18 ans, nous avons travaillé, passant d'un petit bureau à une entreprise respectable. L'argent a commencé à rentrer. Beaucoup d'argent. Sandrine écoutait en silence, sans l'interrompre. Vers la quarantaine, je pensais que ma vie était une réussite, continua Stéphane. Les affaires marchaient, mon partenaire était fiable. Il ne manquait qu'une chose. Une famille. Une femme à mes côtés. Je n'espérais plus. Je pensais qu'il était trop tard. Il se tut. Sandrine attendait. Et puis j'ai rencontré Chloé, prononça-t-il doucement. 32 ans. Jeune, belle, pleine d'énergie. Je suis tombé amoureux comme un adolescent. Je pensais que c'était l'amour de ma vie. Sa voix était amère. Mais j'ai toujours remarqué à quel point l'argent était important pour elle, ajouta-t-il. Toujours, dans chaque conversation, dans chaque regard. Mais je ne voulais pas le voir. Je fermais les yeux. Sandrine regardait son dos, sentant quelque chose se serrer en elle. Elle comprenait cette douleur, la douleur d'un espoir déçu. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle doucement. Stéphane se tourna vers elle. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de me tuer, répondit-il simplement. Et maintenant, je me cache ici, dans la forêt, comme une bête traquée. La visite suivante eut lieu 2 jours plus tard. Sandrine arriva avec un dîner chaud et du pain frais. Stéphane l'attendait déjà, il avait rangé la cabane, allumé le poêle. Bonsoir, salua-t-elle en entrant. Bonsoir, Sandrine, répondit-il avec un sourire. Ils avaient commencé à s'appeler par leur prénom. La barrière du silence était rompue. Sandrine posa la nourriture. Ils s'assirent à la table de fortune, mangèrent lentement, sans se presser. Parlez-moi de Valençol, demanda Stéphane. Comment est-ce? Les gens? Sandrine réfléchit, buvant une gorgée de tisane. Un village ordinaire, commença-t-elle. Petit, 150 habitants, pas plus. Tout le monde se connaît. Des gens bien, pour la plupart, qui s'entraident en cas de besoin. Et votre épicerie? Non, pas la mienne. J'y travaille seulement. Le propriétaire vit au chef-lieu, il vient une fois par mois pour vérifier. Je m'occupe de tout. Depuis combien d'années? 23 ans, répondit Sandrine. Stéphane écoutait attentivement. Et que faites-vous en dehors du travail? Demanda-t-il doucement. Rien de spécial, haussa les épaules Sandrine. Je m'occupe de mon potager, je vais aux champignons. Parfois, je vais voir ma voisine, Monique, on boit une tisane, on discute. C'est toute ma vie. Pas ennuyeux? Sandrine sourit. Je me suis habitué. Quand on vit seul longtemps, on s'habitue à la solitude. Elle devient une partie de vous, dit-elle doucement. Stéphane hocha la tête. Je comprends. J'ai aussi été seul longtemps. Avant Chloé, je pensais que la solitude était normale, que c'était ainsi. Et puis vous l'avez rencontré, termina Sandrine. Oui. Et il s'est avéré qu'on pouvait ne pas supporter la solitude, qu'on pouvait vivre différemment. Ils se turent. Dehors, le vent soufflait dans les arbres. Vous n'avez jamais eu personne? Demanda prudemment Stéphane. De toute votre vie? Sandrine secoua la tête. Non. Dans ma jeunesse, il y a eu un garçon. Serge, un gentil garçon, mais il est parti étudier en ville et il y est resté. Il s'est marié avec une autre. Après, il y a eu d'autres rencontres, mais ce n'était pas ça, pas les bonnes personnes ou pas le bon moment. Je ne sais pas. Vous ne regrettez pas? Demanda doucement Stéphane. Je regrette, répondit honnêtement Sandrine. Bien sûr que je regrette. J'aurais aimé une famille, des enfants.
Mais maintenant? J'ai 48 ans. C'est trop tard pour une famille. Pourquoi trop tard? Objecta Stéphane. J'ai 51 ans, et je pensais la même chose. Et puis j'ai rencontré Chloé. Donc ce n'est pas trop tard. Mais ça n'a pas marché pour vous, remarqua doucement Sandrine. Stéphane soupira. Ça n'a pas marché. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réessayer. Un jour, si je survis. Quelques jours de plus passèrent. Ils commencèrent à parler davantage de la vie, des rêves, du passé. Pas de ses problèmes. Ils se taisaient encore à ce sujet, mais ils parlaient de choses simples. Stéphane racontait Lyon, son entreprise, comment lui et Nicolas avaient commencé de rien. Sandrine écoutait, fascinée. C'était un autre monde, le monde des grandes villes, de l'argent, des opportunités. Et elle racontait Valençol, les voisins, les anecdotes amusantes de l'épicerie. Stéphane riait, et Sandrine réalisait qu'elle n'avait pas vu quelqu'un rire aussi sincèrement de ces histoires depuis longtemps. Ils se rapprochaient, lentement, prudemment, mais ils se rapprochaient. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du poêle à boire une tisane, Stéphane dit soudain, « Vous savez, j'avais une connaissance ici, au village, » prononça-t-il, pensif. Sandrine leva la tête. « Une connaissance? Qui? » demanda-t-elle avec curiosité. « Pierre. » « Pierre ?» Sandrine se figea. La tasse s'arrêta près de ses lèvres. « Pierre? Le vieux Pierre? » « Oui, il devait avoir dans les 60 ans. Un chasseur. »« Je le connaissais, » répondit doucement Sandrine. « Toute ma vie. Il est mort. » Stéphane se tourna brusquement vers elle. « Comment est-il mort? » demanda-t-il sèchement. On a dit qu'il était à la chasse. Qu'il est tombé dans la rivière, s'est noyé. On a retrouvé son corps le lendemain. Sandrine le regardait avec de grands yeux. Pourquoi? Stéphane se leva, fit les 100 pas dans la cabane. Son visage s'était durci, ses yeux s'étaient assombris. Ce n'était pas un accident, dit-il d'une voix sourde. On l'a tué. Sandrine pâlit. Quoi? Comment? Pourquoi? Stéphane s'arrêta, la regarda longuement. À cause de moi, prononça-t-il doucement. Pierre a été tué à cause de moi. Il m'aidait. Ils l'ont trouvé et l'ont tué. Sandrine posa lentement sa tasse sur la table. Ses mains tremblaient. Stéphane se rassit à sa place, s'affaissa lourdement dans le fauteuil. Il resta longtemps silencieux, rassemblant ses pensées. Sandrine attendit, sans le presser. Il y a 2 mois, j'ai appris qu'on voulait me tuer, commença-t-il enfin d'une voix sourde. Au début, je n'y ai pas cru, je pensais que c'était une erreur. Mais ensuite, on m'a tiré dessus. Sandrine sursauta mais ne dit rien. C'était le soir, continua Stéphane, regardant le feu dans le poêle. Je sortais du bureau, je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré, et là, un tir dans la vitre latérale. Je me suis baissé instinctivement. Un deuxième tir a manqué sa cible. J'ai accéléré, je suis parti de là. Il serra les poings sur ses genoux. Je suis rentré chez moi, en état de choc. Je ne comprenais pas, pourquoi. Mon entreprise est honnête. Pas vraiment de concurrents. Pas d'ennemis. Avec qui aurais-je pu avoir un conflit? Et qu'avez-vous fait? Demanda doucement Sandrine. Je suis allé voir Nicolas, mon partenaire. 18 ans ensemble. Comme des frères. Je lui ai tout raconté. Il était sous le choc. Stéphane secoua la tête. Il a promis de m'aider. A dit qu'il découvrirait quel concurrent aurait pu organiser ça. Qu'il me protégerait. Vous l'avez cru? Bien sûr que je l'ai cru. C'est Nicolas, mon meilleur ami. Nous avons tout construit ensemble, traversé les crises ensemble. J'aurais donné ma vie pour lui. Stéphane eut un sourire amer. Et je pensais qu'il aurait fait de même pour moi. Sandrine écoutait, les mains serrées. Nous avons décidé que je partirais pour un temps. Que je me cacherais pendant que Nicolas enquêtait, continua Stéphane.
J'avais une vieille maison de campagne à une 50aine de kilomètres d'ici. Presque personne ne la connaissait. Je l'avais achetée il y a longtemps, quand j'étais encore garde forestier. Une petite maison dans la forêt. Je pensais que j'y serais en sécurité. Et vous y êtes allé? Oui, avec Chloé. Je lui ai dit qu'il fallait se cacher quelques jours. Elle a accepté. Stéphane se tut. Son visage se durcit. Nous roulions le soir. Il commençait à faire nuit. En chemin, Chloé a demandé de s'arrêter, a dit qu'elle devait aller aux toilettes. Elle est sortie de la voiture, s'est éloignée dans les buissons. Il serra les mâchoires. Et dès qu'elle s'est éloignée, on a commencé à tirer sur la voiture. Une rafale. J'étais au volant. J'ai été touché à la jambe, mais j'ai réussi à partir. J'ai roulé autant que j'ai pu avec une seule jambe, puis j'ai abandonné la voiture. J'ai continué à pied, à travers la forêt. Sandrine écoutait, le souffle coupé. Je suis arrivé jusqu'ici. Je savais que Pierre vivait quelque part par là. Nous étions amis dans notre jeunesse, quand j'étais garde forestier. Il était plus âgé, il m'a appris la forêt. C'était un homme bien. Stéphane déglutit. J'ai trouvé sa maison, je lui ai tout raconté. Il n'a pas posé de questions inutiles, il a juste dit, je vais te construire une cabane, tu t'y cacheras. En une semaine, il a monté cette cabane. À la va-vite, mais solide. Et vous vous êtes caché ici, dit doucement Sandrine. Oui. Pierre m'apportait de la nourriture, des médicaments, il m'aidait comme il pouvait. À ce moment-là, je pensais que c'était Nicolas qui m'avait trahi. Stéphane regarda Sandrine. Je pensais qu'il avait décidé de prendre l'entreprise pour lui, que l'amitié valait moins que l'argent. Mais vous vous êtes trompé, prononça lentement Sandrine. Je me suis trompé, acquiesça Stéphane. J'ai demandé à Pierre de contacter Chloé, de vérifier si elle était en vie, si tout allait bien. Il a accepté, il est allé à Lyon, et 2 jours plus tard, on l'a retrouvée dans la rivière. Sandrine se couvrit le visage de ses mains. Au début, je n'ai pas compris, continua Stéphane d'une voix sourde. Je pensais que c'était peut-être vraiment un accident. Mais ensuite, j'ai réalisé. Chloé est sortie de la voiture 1 minute avant les tirs. Elle savait qu'on allait tirer. Elle était de mèche. Mais pourquoi? Souffla Sandrine. Pourquoi voudrait-elle vous tuer? L'argent, répondit simplement Stéphane. J'ai une grosse entreprise. Des millions de chiffres d'affaires. Nous étions mariés. Elle voulait prendre toute ma part. Pas d'enfant. Après ma mort, tout lui serait revenu. Il se leva, s'approcha de la fenêtre. Mais apparemment, ce n'était pas assez, ou elle ne voulait pas attendre. Plus simple de me tuer et de tout prendre. Elle a probablement trouvé quelqu'un pour l'aider. Engager des gens, tout organiser. Stéphane serra les poings. Et moi, je pensais que c'était Nicolas. Je soupçonnais la mauvaise personne. Mais Pierre. Commença Sandrine. Pierre l'a contacté, et elle a compris qu'il savait où j'étais. Elle a compris qu'il m'aidait, et elle l'a éliminé. Stéphane se tourna vers Sandrine. Des larmes perlaient dans ses yeux. Il m'a aidé et il est mort pour ça, à cause de moi. Sandrine se leva, s'approcha de lui. Ce n'est pas votre faute, dit-elle doucement. Vous ne pouviez pas savoir. J'aurais dû, secoua la tête Stéphane. J'aurais dû comprendre à qui je faisais confiance. J'aurais dû voir qui elle était vraiment. Personne ne peut voir l'avenir, posa-t-elle une main sur son épaule. Vous aimiez, vous faisiez confiance. C'est normal. Stéphane la regarda. J'ai tout perdu, prononça-t-il d'une voix sourde. L'entreprise, l'argent, l'amour. J'ai perdu un ami, Pierre. Maintenant, je suis assis dans la forêt, je me cache comme un criminel. Elle est quelque part là-bas, probablement en train de me chercher, voulant finir ce qu'elle a commencé. Sandrine se taisait, ne sachant que dire. Les mots semblaient vides face à un tel malheur. Et maintenant, je vous ai entraîné là-dedans, ajouta Stéphane. Vous m'aidez, et c'est dangereux. Si elle l'apprend. Elle ne l'apprendra pas, dit fermement Sandrine.
Personne ne sait que je viens ici. Personne ne se doutera de rien. Mais vous risquez. Je suis une femme adulte, répondit calmement Sandrine. Je décide moi-même de mes risques. Stéphane la regarda longuement. Pourquoi m'aidez-vous? Demanda-t-il doucement. Maintenant que vous connaissez la vérité. Je ne suis pas juste un blessé. Je suis un homme traqué. Je suis un danger pour vous. Sandrine réfléchit. Parce que c'est juste, dit-elle enfin. Parce que vous n'êtes pas coupable. Parce qu'on ne peut pas abandonner quelqu'un en détresse. Même si c'est dangereux? Même si c'est dangereux, acquiesça Sandrine. Ils restèrent silencieux, se regardant. Dehors, la forêt nocturne bruissait. Dans le poêle, le bois crépitait. Que ferez-vous maintenant? Demanda Sandrine. Vous allez continuer à vous cacher ici? Stéphane soupira. Je ne sais pas. Je dois contacter Nicolas. Lui dire la vérité. Il m'aidera. Il a des relations, des moyens. Il prouvera que c'est Chloé. Elle paiera pour tout. Mais vous n'avez pas de téléphone, remarqua Sandrine. Non, et je ne peux pas sortir de la forêt. On me cherche sûrement. On pourrait me reconnaître. Stéphane écarta les bras, impuissant. Je suis piégé. Sandrine se taisait, réfléchissait, puis hocha lentement la tête. J'appellerai, dit-elle avec détermination. J'ai un téléphone. J'appellerai ce Nicolas, je lui dirai que vous êtes en vie. J'organiserai une rencontre. Stéphane se retourna brusquement. Non, c'est trop dangereux. Vous ne devez pas. Je dois, l'interrompit Sandrine. Sinon, comment sortirez-vous d'ici? Vous avez dit que Nicolas était un ami, donc on peut lui faire confiance. J'appellerai. Stéphane la regarda avec un mélange de gratitude et de peur. Merci, chuchota Théil d'une voix rauque. Merci pour tout. Sandrine ne put dormir de la nuit. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond. Les mots de Stéphane, son histoire, sa douleur tournaient en boucle dans sa tête. Pierre, elle le connaissait depuis toujours. Un homme calme, bon. Il disait toujours bonjour, passait parfois à l'épicerie pour du pain. Et maintenant, il était mort. Pas d'un accident, mais assassiné. Pour avoir aidé un ami. Le matin, Sandrine arriva au travail la tête lourde, rangea les produits mécaniquement, répondit aux clients sur pilote automatique. Ses pensées étaient ailleurs. Le soir, elle retourna à la cabane. Il fallait tout entendre, tout comprendre. Stéphane l'attendait. Il avait l'air épuisé, il n'avait sans doute pas dormi non plus. Elle s'assit en face de lui. Racontez-moi en détail, demanda Sandrine. Ce voyage à la campagne, l'embuscade. J'ai besoin de comprendre. Stéphane hocha la tête, commença à parler lentement, se remémorant chaque détail. Nous sommes partis le soir, vers 7 heures, commença-t-il doucement. Chloé était calme, même joyeuse. Elle disait qu'on allait bien se reposer à la campagne, qu'elle voulait y aller depuis longtemps. Je n'ai rien soupçonné. Il se frotta le visage. Nous roulions sur une route forestière, il commençait à faire nuit. Chloé n'arrêtait pas de parler, de rire. Puis soudain, elle a demandé de s'arrêter. A dit qu'elle devait aller aux toilettes. Urgent. Stéphane serra les poings. J'ai arrêté la voiture. Elle est sortie, a dit, attends une minute. Et elle est partie dans les buissons. Sandrine écoutait, retenant son souffle. 30 secondes ont passé, pas plus. J'étais assis, j'attendais, et soudain, un tir dans la vitre. Le verre a volé en éclats. Je me suis baissé instinctivement. Un deuxième tir. Un troisième. Il tirait des deux côtés. La voix de Stéphane tremblait. J'ai compris qu'on me tuait. J'ai démarré, j'ai accéléré, je suis parti. Ils ont tiré derrière moi, mais ne m'ont plus touché. Et Chloé? Demanda doucement Sandrine. Chloé n'était pas là. J'ai regardé autour de moi, elle n'était nulle part. Elle n'a pas crié, n'a pas appelé à l'aide. Rien, elle avait juste disparu.
Stéphane regarda Sandrine. À ce moment-là, je n'ai pas compris. J'ai pensé qu'elle s'était cachée, qu'elle avait eu peur. C'est seulement après que j'ai réalisé. Elle savait. Elle était sortie exprès avant les tirs. Sandrine se taisait, digérant ce qu'elle venait d'entendre. J'ai roulé environ 5 kilomètres. Le sang coulait de ma jambe. J'ai abandonné la voiture sur le bas-côté, j'ai continué à pied à travers la forêt, poursuivit Stéphane. J'ai marché longtemps, j'ai à peine réussi à ramper jusqu'ici, j'ai trouvé la maison de Pierre le matin, tenant à peine debout. Et il m'a accueilli. Pierre a ouvert la porte, m'a vu couvert de sang, n'a posé aucune question, m'a juste fait entrer, a soigné ma blessure, m'a nourri. Stéphane eut un sourire triste. Un vrai ami. Je lui ai tout raconté. Il a écouté et a dit, cache-toi ici chez moi. Je te construirai une cabane dans la forêt, personne ne la trouvera. Il l'a construite en une semaine? S'étonna Sandrine. Pierre était un homme à tout faire. Un excellent charpentier. Il a monté la cabane en 5 jours. Tordue, simple, mais chaude. Stéphane regarda les murs. Il m'a installé ici. M'apportait de la nourriture, de l'eau. Me disait, reste couché, soigne-toi, ne sors pas. Sandrine imagina le vieux Pierre, transportant des rondins, construisant un refuge pour son ami. Son cœur se serra. À ce moment-là, je pensais que c'était Nicolas qui m'avait trahi, continua Stéphane. Qui d'autre aurait pu connaître la maison de campagne? Qui aurait pu organiser une embuscade? Seulement lui. C'est à lui que j'avais dit où j'allais. Mais ensuite, vous avez compris que vous vous trompiez, dit doucement Sandrine. Oui. J'ai demandé à Pierre de m'aider. Je lui ai dit d'aller à Lyon. De trouver Chloé, de savoir si elle était en vie, si tout allait bien. Peut-être qu'elle était aussi en danger. Peut-être qu'on la cherchait aussi. Stéphane serra les mâchoires. J'étais un imbécile. Je pensais à elle, je m'inquiétais. Pierre a accepté? Oui. Il a dit, j'irai demain, je saurai tout. Il est parti le matin. Il est revenu le soir, a dit qu'il l'avait trouvée. Elle était vivante, en bonne santé, vivait dans mon appartement, calme, même pas effrayée. C'est étrange, a dit Pierre. Étrange qu'elle soit si calme après une tentative de meurtre sur son mari. Stéphane se tut. Sandrine attendait. Le lendemain, Pierre est allé à la chasse. Comme d'habitude, il devait rentrer le soir, m'apporter à manger. Il n'est pas revenu. Ma jambe a recommencé à s'aggraver. Je ne l'avais pas bien soignée. Il me fallait des médicaments. La voix de Stéphane devint sourde. 24 heures plus tard, la voisine de Pierre est arrivée en courant, criant, pleurant, disant qu'on l'avait trouvé dans la rivière. Noyé, disait-on, tombé d'une falaise dans l'eau pendant la chasse. Mais vous n'y avez pas cru, dit Sandrine. Je n'y ai pas cru. Pierre connaissait cette forêt comme sa poche. Il ne pouvait pas tomber. Il était prudent, sobre, ne prenait jamais de risques. Stéphane leva la tête. J'ai compris. Chloé avait su qu'il était venu. Quelque chose l'avait trahi. Peut-être que quelqu'un l'avait vu parler avec elle, ou elle-même a compris et l'a fait éliminer. Sandrine ferma les yeux. Et l'embuscade à la campagne? Qui aurait pu l'organiser, si ce n'est pas Nicolas? Demanda-t-elle. Chloé, répondit simplement Stéphane. Elle est jeune, belle. Elle aurait pu trouver n'importe qui, engager des gens, les soudoyer, ou peut-être qu'elle avait quelqu'un. Un amant, un complice. Il se leva, fit les 100 pas dans la cabane. Nicolas n'a rien à voir là-dedans. Je le comprends maintenant. C'est mon ami. Il n'aurait jamais. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Non, ce n'est certainement pas lui. Stéphane se tourna vers Sandrine. Chloé savait où j'allais. C'est elle qui a proposé de m'accompagner. Elle a tout planifié, organisé l'embuscade et est sortie de la voiture au dernier moment pour ne pas être blessée. Mais pourquoi si compliqué? Ne comprit-elle pas? Si elle voulait vous tuer, il y avait plus simple. Il n'y avait pas plus simple, secoua la tête Stéphane.
Si j'étais mort à la maison ou au bureau, les soupçons se seraient immédiatement portés sur elle. Alors qu'une embuscade dans la forêt. La victime a disparu, pas de corps. Elle jouerait la veuve éplorée. Dirait que son mari est mort. Sandrine hocha lentement la tête, comprenant la logique. Et si vous aviez survécu et étiez revenu, alors elle aurait essayé à nouveau ou aurait trouvé un autre plan. Mais je ne suis pas revenu. J'ai disparu. Pour tout le monde, je suis porté disparu. Peut-être mort, eut un sourire amer Stéphane. Sandrine se leva, s'approcha de la fenêtre. Dehors, la forêt s'assombrissait. Quelque part là-bas, il y avait Valençol. La vie normale. Et ici, le danger, la mort, le mensonge. Pierre est mort à cause de moi, répéta doucement Stéphane. Un homme bien, il a aidé un ami et l'a payé de sa vie. Ce n'est pas votre faute, dit fermement Sandrine en se retournant. C'est la faute de cette femme, Chloé. C'est une meurtrière, et elle doit payer. Stéphane la regarda avec gratitude. Pour ça, j'ai besoin de l'aide de Nicolas, dit-il. Lui seul peut prouver sa culpabilité, rassembler des preuves, aller à la police. Alors j'appellerai demain, dit résolument Sandrine. Donnez-moi le numéro, je le contacterai, j'arrangerai tout. Stéphane nota le numéro sur un bout de papier, le tendit à Sandrine. Merci, dit-il simplement. Vous me sauvez la vie, encore une fois. Le lendemain, Sandrine se tenait derrière le comptoir de l'épicerie, regardant le bout de papier avec le numéro de téléphone. Ses mains tremblaient légèrement. Elle n'avait jamais rien fait de tel, ne s'était jamais autant impliquée dans les problèmes des autres. Mais maintenant, ce n'étaient plus les problèmes des autres. Stéphane lui était devenu proche. Sa douleur était devenue sa douleur. Il n'y avait pas de clients dans le magasin. Sandrine sortit son vieux téléphone à touche, composa le numéro. Son cœur battait la chamade. Les sonneries. 1, 2, 3. Allô, répondit une voix d'homme, basse, méfiante. Sandrine déglutit. Monsieur Nicolas? Demanda-t-elle, s'efforçant de parler calmement. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? La voix devint encore plus tendue. Je m'appelle Sandrine. J'appelle de Valençol. J'ai un message pour vous. Sandrine serra plus fort le téléphone. De la part de Stéphane. Une longue pause suivit. Si longue que Sandrine pensa qu'il avait raccroché. Stéphane? Souffla enfin la voix. Stéphane est en vie? Il y avait tant de stupéfaction, de soulagement, d'espoir dans ces mots que Sandrine comprit que Stéphane ne s'était pas trompé. Cet homme était vraiment un ami. Oui, il est en vie, confirma-t-elle. Blessé, mais en vie. Il se cache. Où est-il? Comment va-t-il? Mon Dieu, je pensais. Nous pensions tous. Nicolas parlait vite, de manière décousue. Où l'avez-vous trouvé? C'est une longue histoire, l'arrêta Sandrine. Il m'a demandé de vous appeler, a dit qu'on pouvait vous faire confiance. Bien sûr qu'on peut. Nous sommes ensemble depuis tant d'années. Nicolas s'interrompit. Que s'est-il passé? Pourquoi se cache-t-il? Chloé n'a pas dit la vérité. Chloé? Demanda Sandrine. Qu'a-t-elle dit? Qu'ils avaient été attaqués sur la route de la campagne. Que Stéphane était mort. Qu'elle s'en était sortie par miracle. La voix de Nicolas se durcit. Je ne l'ai pas vraiment cru. Quelque chose n'allait pas. Elle était trop calme pour une veuve. Sandrine se sentit soulagée. Nicolas avait donc lui-même des doutes. Stéphane a besoin de vous rencontrer, dit-elle. En personne. Il vous expliquera tout. Mais la rencontre doit être secrète. Personne ne doit savoir. D'accord. Où, quand? Nicolas était prêt à agir immédiatement. À Valençol, il y a une ancienne scierie à la périphérie, du côté de la forêt. Je trouverai. Quand dois-je venir? Après-demain soir. À 20h. Sandrine réfléchit. Vous viendrez? Je viendrai. Absolument, répondit fermement Nicolas.
Dites à Stéphane que je viendrai seul. Je ne dirai rien à personne. Qu'il n'ait pas peur. Je lui dirai, acquiesça Sandrine. À bientôt. Elle raccrocha, expira. Tout son corps était tendu par l'excitation. Elle l'avait fait. Avait appelé, arrangé une rencontre. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Le soir, Sandrine se rendit à la cabane. Stéphane l'accueillit sur le seuil. Une question se lisait dans ses yeux. J'ai appelé, dit-elle brièvement. J'ai arrangé la rencontre. Demain soir, à l'ancienne Syrie. Stéphane ferma les yeux, expira de soulagement. Merci, prononça-t-il d'une voix rauque. Comment? Qu'a-t-il dit? Il était sous le choc. Il vous croyait mort. Il était heureux d'apprendre que vous étiez en vie. Sandrine entra, s'assit sur le bord de la couchette. Il a dit qu'il viendrait seul, qu'il ne dirait rien à personne. Est-ce qu'il croit Chloé? Demanda Stéphane, tendu. Non. Il a dit que quelque chose n'allait pas chez elle. Trop calme pour quelqu'un qui a perdu son mari. Sandrine le regarda. C'est votre ami, un vrai. Je l'ai compris tout de suite. Stéphane s'assit dans le fauteuil, la tête dans les mains. Alors j'avais raison. Nicolas ne m'a pas trahi. C'est tout elle. Seulement elle. Il releva la tête. Maintenant, il faut le prouver. Nicolas aidera, dit Sandrine avec assurance. La journée s'écoula, terriblement lente. Sandrine travaillait, mais ne pouvait se concentrer. Elle pensait constamment à la rencontre à venir. Que se passerait-il? Que dirait Nicolas? Pourrait-il aider? Stéphane, quand elle venait le voir, était tendu comme une corde. Il faisait les 100 pas dans la cabane, ne tenait pas en place. Il parlait peu, pensait beaucoup. Et si c'était un piège? Demanda-t-il un soir. Et si Chloé avait su? Et si elle venait avec Nicolas? Elle ne saura rien, le rassura Sandrine. J'ai appelé de mon téléphone. Qui irait vérifier les appels d'une épicière de village? Personne ne pensera même à faire le lien entre moi et vous. Mais si. Assez, dit fermement Sandrine. Vous devez faire confiance à Nicolas. Sinon, à quoi bon tout ça? Stéphane se tut. Elle avait raison. Enfin, le jour de la rencontre arriva. Sandrine ferma l'épicerie plus tôt, rentra chez elle, enfila une veste sombre, prit une lampe de poche. À 19h, elle partit dans la forêt, vers la cabane. Stéphane attendait déjà, vêtu de ses vêtements les plus propres, la barbe taillée. Il avait presque l'air d'un homme normal, pas d'un ermite. Prêt? Demanda Sandrine. Prêt, acquiesça-t-il, mais sa voix tremblait. Ils sortirent de la cabane. Sandrine ouvrait la marche, Stéphane la suivait à travers la forêt, par les sentiers familiers, vers la périphérie du village. L'ancienne Syrie se trouvait à l'écart. Abandonnée, à moitié en ruine. Autrefois, on y travaillait, on y sciait du bois. Maintenant, il ne restait que des carcasses de machines et un hangar délabré. Sandrine et Stéphane se cachèrent à l'ombre d'un vieil entrepôt. De là, on voyait la route. 20h moins le quart, chuchota Sandrine en regardant sa montre. Stéphane se taisait. La tension était si forte que l'air semblait vibrer. 5 minutes passèrent. 10. Peut-être qu'il ne viendra pas? Demanda doucement Stéphane. Il viendra, répondit Sandrine avec assurance. Et comme en réponse à ces paroles, des phares apparurent sur la route. Une voiture, un 4x4 noir. Elle s'approcha lentement de la Syrie, s'arrêta. Les phares s'éteignirent. La portière s'ouvrit. Un homme en sortit, costaud, la cinquantaine, en veste sombre. Grand, large d'épaules. Il inspecta les lieux, resta immobile, écoutant. C'est lui, chuchota Sandrine. C'est Nicolas, souffla Stéphane. Il sortit de l'ombre. Nicolas se retourna brusquement, plissa les yeux dans l'obscurité. Stéphane? Appela-t-il, incertain. C'est toi. C'est moi, Nico, répondit Stéphane en s'approchant.
Nicolas se figea une seconde, puis se précipita en avant. Ils s'étreignirent fermement, fraternellement. Nicolas tapotait le dos de Stéphane, n'en revenant pas qu'il soit en vie. « Tu es en vie » répétait-il. « Mon Dieu, tu es en vie. » Je pensais. Tout le monde pensait. « Je suis en vie » répondit Stéphane d'une voix sourde. Par miracle, mais en vie. Ils se séparèrent. Nicolas regarda le visage de son ami, sa barbe, sa silhouette amaigrie. Que s'est-il passé? Qui a fait ça? Demanda-t-il durement. Sandrine sortit de l'ombre. Nicolas se retourna, la vit. C'est Sandrine, la présenta Stéphane. Elle m'a sauvé. M'a soigné, m'a caché, vous a appelé. Sans elle, je n'aurais pas survécu. Nicolas lui fit un signe de tête respectueux. Merci, du fond du cœur, dit-il sincèrement. Sandrine hocha la tête en silence. Allons-y, dit Stéphane. Ce n'est pas sûr de rester ici. Je vais tout raconter dans la cabane. Ils retournèrent tous les trois dans la forêt. Sandrine en tête, les hommes derrière, parlant à voix basse. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent à la cabane. À l'intérieur, Stéphane alluma la lampe. Ils s'assirent. Stéphane et Nicolas sur la couchette. Sandrine dans le fauteuil. J'écoute, dit Nicolas sérieusement. Raconte tout. Et Stéphane commença à raconter. L'embuscade, Chloé, Pierre, ses soupçons. Nicolas écoutait sans l'interrompre. Son visage se durcissait de plus en plus. Chloé, prononça-t-il enfin, quand Stéphane eut terminé. Alors, c'est bien elle. Tu la soupçonnais aussi? Demanda Stéphane. Je la soupçonnais, acquiesça Nicolas. Elle s'est remise trop vite de ta disparition. A commencé à s'intéresser aux affaires de l'entreprise avec trop d'empressement. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas de preuves. Et maintenant? Demanda Stéphane, tendu. Nicolas réfléchit. Maintenant, il y a toi, vivant. Et ça change tout. Il regarda son ami. Je vais tout vérifier. Les appels téléphoniques, les virements bancaires, ses relations. J'ai des contacts à la police. On trouvera des preuves. Et elle paiera. Pour tout. Stéphane se couvrit le visage de ses mains. Merci, Nico. Je savais que je pouvais compter sur toi, prononça-t-il d'une voix sourde. Nicolas posa une main sur l'épaule de son ami. On a passé 18 ans ensemble. Tu crois que je vais te laisser tomber maintenant? Jamais, dit-il fermement. Sandrine les regardait et comprenait, tout ira bien. Enfin, tout ira bien. Nicolas partit tard dans la nuit, promettant de revenir dans 3 jours avec des nouvelles. Stéphane et Sandrine le raccompagnèrent à la scierie, regardant le 4x4 noir disparaître dans l'obscurité. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre, dit doucement Stéphane. Tout ira bien, répondit Sandrine, lui prenant la main. Ils se tenaient dans le silence de la nuit, se tenant la main, et tous deux comprirent que quelque chose avait changé entre eux. Quelque chose d'important. 3 jours s'écoulèrent dans une attente insoutenable. Sandrine travaillait, mais ses pensées étaient ailleurs. Stéphane restait dans la cabane, ne tenant pas en place. Le 4e jour, le soir, quand Sandrine vint le voir, il l'accueillit avec agitation. Nicolas a appelé, dit-il rapidement. Il a demandé que je rappelle d'urgence. Sandrine sortit son téléphone, composa le numéro. Nicolas répondit immédiatement. Tout est en ordre. On a des preuves. Sa voix était triomphante. Quelles preuves? Souffla Stéphane. Les conversations téléphoniques de Chloé avec des numéros inconnus. Des virements de grosses sommes sur des comptes suspects. Des témoignages. On l'a vu dans le secteur où Pierre est mort. Nicolas parlait clairement. Mes contacts à la police ont tout remonté. Elle a été arrêtée ce matin. Stéphane ferma les yeux, sentant un immense soulagement l'envahir. Elle a avoué? Demanda-t-il doucement. Pas encore, mais les preuves sont suffisantes. Elle ne s'en sortira pas. Nicolas se tut un instant.
dis à Stéphane qu'il peut rentrer. Le danger est écarté. Je viendrai le chercher demain soir. Merci, chuchota Stéphane. Elle raccrocha, se tourna vers lui. Il la regardait avec de grands yeux écarquillés. C'est fini, dit-elle avec un sourire. Elle est arrêtée. Ils ont des preuves. Stéphane s'assit sur le bord de la couchette, se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules se mirent à trembler. Il pleurait de soulagement, de douleur, du fait que le cauchemar était enfin terminé. Sandrine s'assit à côté de lui, passa un bras autour de ses épaules. Il se blottit contre elle comme un enfant. Ils restèrent ainsi longtemps, en silence, dans le calme de la cabane. Le lendemain soir, Nicolas arriva. Il était accompagné d'un autre homme, un avocat. Ils parlèrent longtemps avec Stéphane, expliquant la suite des événements. Chloé a tout avoué, dit Nicolas. Elle a craqué sous le poids des preuves. A raconté comment elle a engagé des gens, organisé l'embuscade, éliminé Pierre quand il est devenu dangereux. Pourquoi? Demanda doucement Stéphane. Pourquoi a-t-elle fait ça? L'argent, l'entreprise, la cupidité, haussa les épaules Nicolas. Elle avait un complice, un homme qu'elle voyait en secret. Il prévoyait de t'éliminer, de prendre le contrôle de l'entreprise, de vivre dans l'opulence. Stéphane se taisait. La douleur sur son visage était si évidente que Sandrine s'approcha instinctivement, se tenant à ses côtés. Elle prendra une lourde peine, ajouta l'avocat. Meurtre. Tentative de meurtre. Association de malfaiteurs. 20 ans au minimum. Stéphane hocha la tête. Justice est faite, dit-il d'une voix sourde. Une semaine plus tard, Stéphane se préparait à partir. Sandrine l'aidait à rassembler ses quelques affaires. La cabane se vidait. Elle ne servirait plus. Viens avec moi, dit soudain Stéphane, s'arrêtant. Sandrine leva la tête. Quoi? Demanda-t-elle. Viens avec moi à Lyon. C'est une grande ville, il y a beaucoup de travail. Tu es seul ici. Là-bas, tu ne seras pas seul. Stéphane la regardait sérieusement. Sandrine secoua la tête, déconcertée. Je suis une épicière de village. Qu'est-ce que je ferais en ville? Demanda-t-elle doucement. Tu vivrais, répondit simplement Stéphane. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as donné plus que des médicaments, tu m'as donné de l'espoir. Laisse-moi te rendre l'appareil. Sandrine le regardait, sentant la peur et l'espoir se battre en elle. Je ne sais pas, commença-t-elle. Sandrine, l'interrompit Stéphane, lui prenant les mains. Tu as 48 ans, j'en ai 51. Nous pensions tous les deux que la vie était passée à côté, qu'il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas vrai. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Elle se taisait, le regardant dans les yeux. Je ne demande rien, continua-t-il doucement. Viens simplement. J'ai un grand appartement, tu auras ta propre chambre. On te trouvera un travail, peut-être dans une pharmacie. Tu connais si bien en médicaments. Donne-toi juste une chance. Et si ça ne marche pas? Demanda doucement Sandrine. Alors tu reviendras ici, haussa les épaules Stéphane. La maison ne va pas disparaître, l'épicerie non plus. Mais ça vaut le coup d'essayer. N'est-ce pas? Sandrine ferma les yeux, imagina une autre vie, la ville, un travail, des gens autour, et Stéphane à ses côtés. D'accord, souffla-t-elle. J'irai. J'essaierai. Stéphane sourit, pour la première fois depuis tout ce temps, un vrai sourire, large, lumineux. Merci, chuchota-t-il. Merci de me donner cette chance. Une semaine plus tard, Sandrine fermait la porte de sa maison à Valençol. Une petite valise avec ses affaires était posée à côté. Elle jeta un dernier regard à la rue familière, aux maisons voisines. Au revoir, Valençol, dit-elle doucement. La voiture de Nicolas attendait au portail. Stéphane était assis à l'avant. En voyant Sandrine, il sourit. Elle s'installa sur la banquette arrière. La voiture démarra. Le village resta derrière. Comment vous sentez-vous? Demanda Nicolas en regardant dans le rétroviseur.
Étrangement, répondit honnêtement Sandrine. Effrayée, mais c'est la bonne décision. Stéphane se retourna, prit sa main. Tout ira bien, dit-il doucement. Je te le promets. Sandrine hocha la tête, serrant ses doigts. Un an passa. Sandrine se tenait sur le balcon de son appartement au centre de Lyon, une tasse de tisane à la main. En bas, la ville bruissait, les voitures, les gens, la vie. Derrière elle, la porte s'ouvrit. Stéphane sortit, passa un bras autour de ses épaules. « À quoi tu penses » demanda-t-il doucement. Je me souvenais de cette cabane, sourit Sandrine. L'endroit le plus effrayant et le plus heureux de ma vie. Heureux ? S'étonna Stéphane. Parce que c'est là que je t'ai rencontré, répondit-il simplement. Parce que c'est là que tout a commencé. Ils se turent un instant. En bas, les lampadaires s'allumèrent. Tu es heureuse ? Demanda doucement Stéphane. Sandrine se tourna vers lui, le regarda dans les yeux. Oui, répondit-elle simplement. Je suis heureuse. Pour la première fois de ma vie, vraiment heureuse. Stéphane la serra contre lui, l'embrassa sur le front. Moi aussi, chuchota Théil. Le pire est passé. Il ne reste que le meilleur. Ils rentrèrent dans l'appartement, chaleureux, lumineux, plein de vie. C'était leur foyer, leur nouvelle vie. Et quelque part loin, au cœur de la forêt, se tenait une cabane penchée, vide, oubliée. Mais elle avait rempli sa mission, sauver une vie, donner de l'espoir, réunir deux âmes seules. Et c'était le plus important. Sandrine et Stéphane n'y retournèrent jamais, mais ils s'en souviendraient toujours, car parfois, les miracles se produisent dans les endroits les plus inattendus, même dans une cabane abandonnée au milieu d'une forêt. Merci de nous avoir suivis. Que pensez-vous de cette histoire ? Partagez vos impressions. Votre commentaire est très précieux pour nous.